Voilà, madame, monsieur, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la pénurie d'électricité. Je m'appelle Blaise Cotier et je suis le chef de service du service commercial des services industriels de la ville de Lausanne. Je vous présente les spécialistes qui interviendront dans le cadre de ce webinaire. Baptiste Antille, qui est responsable de la division politique énergétique. Claude Besse, adjoint de direction au service commercial. Olivier de Marignac, responsable de la division Centre de conduite, et Enrique Wunderlin, responsable de la division Approvisionnement. Je vous invite à vous identifier en vous connectant sur ce webinaire et à poser vos questions en live tout au long de la présentation. Et puis, dans la deuxième partie, on reprendra l'ensemble des questions et on y répondra ou j'y répondrai avec mes 4 collègues. Voilà, les introductions étant faites, on a juste un petit problème de clavier. Voilà, la présentation et le contenu de la présentation de cet après-midi. Tout d'abord, quelques mots par rapport au contexte. Les conséquences de ce contexte sur l'énergie, le plan austral, comment se préparer, questions-réponses et puis une conclusion. Alors tout d'abord, en termes de contexte, je crois que la situation géopolitique mondiale est connue de tout le monde avec passablement de tensions entre les pays, avec beaucoup de focus qui est mis sur le domaine énergétique, aussi bien l'électricité que le gaz ou encore le mazout ou le fioul. Après, un autre élément dans le contexte qui peut provoquer une pénurie d'énergie, c'est le fait que 50% des centrales nucléaires françaises sont hors service. Un autre élément encore, toujours, je vais dire, en faveur de la pénurie, si vous me passez cette expression-là, c'est la guerre en Ukraine qui oppose la Russie et l'Ukraine avec des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie au niveau international. Et puis, une des réponses à ces sanctions, bah, c'est clair, c'était de la part de la Russie, le fait que la Russie a cessé les livraisons de gaz pour l'Europe, avec comme conséquence la problématique pour de nombreux pays européens qui produisent durant la saison d'hiver de l'électricité avec du gaz. Et en plus de ce point-là, c'est clair, les derniers développements par rapport aux incidents, si je peux le nommer ainsi, sur Nord Stream 1 et 2, qui vont certainement, en tout cas pas favoriser un éventuel approvisionnement de la part de la Russie avec du gaz pour cet hiver. Un autre élément dans le contexte, c'est la problématique hydrologique. C'est vrai qu'on a eu un été très très sec. On voit ici l'image d'un barrage avec un niveau très très bas. Alors là, pas beaucoup d'équité ou d'égalité entre les barrages en Suisse. Les barrages qui se trouvent au pied de glaciers ont plutôt débordé, n'ont pas pu valoriser toute l'eau qui était présente. Par contre, on se retrouve avec une situation aujourd'hui où la capacité des barrages est à peu près à 80%, donc nettement inférieure à ce qui devrait être dans la normale. Donc là, de nouveau, un signe, je vais dire, en faveur de la pénurie. Un autre élément, par rapport à cette pénurie ou à cette probabilité de pénurie, c'est finalement, le retard qu'on a pris dans la mise en œuvre des énergies renouvelables, principalement, le photovoltaïque, ça va encore, mais surtout, l'éolien et puis aussi, les nouveaux projets, hydrauliques, que ce soit des nouvelles constructions ou des adaptations respectivement des rehaussements pardon de barrages. Donc là, on a pris passablement de retard, donc ça va être pénalisant. Un autre élément pénalisant, c'est clair, c'est le manque d'accord, entre la Suisse et l'Union européenne, pardon, par rapport à des accords sur l'électricité. Et puis un autre phénomène, qui est de plus en plus, éloquent et vous pouvez vous en rendre compte entre la semaine passée et cette semaine, les différences de température extrêmes. Il faut savoir que les différences de température ont un impact direct sur la consommation d'énergie, en l'occurrence, également la consommation, d'électricité. On voit ici, la Suisse, et puis les pays qui nous entourent et puis on voit ici les transits d'énergie qui ont lieu, avec les pays qui nous entourent et on voit principalement, je dirais de l'importation d'énergie et puis, ce qu'on voit ici, c'est que principalement, l'Allemagne, des gros volumes, avec la France aussi, beaucoup moins de volume d'importation avec l'Italie et respectivement avec l'Autriche et puis, toujours un élément important par rapport à la place de la Suisse au niveau européen. On a quand même un gros transit d'énergie du nord au sud, donc, je dirais du côté, de l'Allemagne en direction de l'Italie, ce qui peut éventuellement, nous laisser quelques chances par rapport à des négociations pour des accords et pour pouvoir encore,
obtenir de l'énergie de la part de l'Allemagne. Il y avait des articles dans la presse ces derniers jours qui parlaient de cette problématique d'absence d'accords internationaux avec l'Union européenne et particulièrement avec l'Allemagne qui pourrait devenir, si vous me passez l'expression, égoïste en termes d'énergie. Un autre élément dans le contexte, c'est la différence, c'est le non-équilibre entre la production et la consommation d'énergie. On voit ici les petites barres qui sont empilées, c'est la production d'énergie, en Suisse avec, au fil de l'année, les différents mois et on voit que et puis pardon, la deuxième courbe qui est ici, la consommation et ce qu'on constate sur ce graphique, c'est qu'on a une surproduction durant les mois d'été. Donc là, on a tendance à exporter de l'énergie, on en consomme moins qu'on en produit. Par contre, on est toujours en manque, d'énergie, durant les mois d'hiver. Je dirais à partir de septembre-octobre jusqu'au mois de mars-avril, on a toujours là un déficit, de production. Les années, se suivent mais ne se ressemblent pas forcément et on voit sur ce graphique-ci, les soldes importateurs sur la partie supérieure et les soldes exportateurs sur la partie inférieure. Donc on voit de nouveau ce phénomène d'exportation d'énergie pendant l'été. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les années ne se ressemblent pas toujours. À l'exemple d'un mois de novembre où en 2021, on a beaucoup importé d'énergie alors qu'en 2019, eh ben, on était, excédentaire en production, donc on a exporté de l'énergie. Donc là, c'est aussi une certaine complexité par rapport à la planification, de la consommation et la planification de la production d'énergie. Globalement, en Suisse, on a produit l'année dernière 58,1 TWh d'énergie, on a consommé 60,1, ce qui veut dire que sur 2021, on avait un déficit de 2 TWh. Il y a bien des années où, sur l'ensemble de l'année, si on prend les cumuls, on a un équilibre entre la production et la consommation, mais on a toujours cette problématique d'absence ou d'insuffisance de production durant les mois d'hiver. Et les mois d'hiver, c'est aujourd'hui, hein, on est déjà rentré dans le mois d'octobre. Un autre élément, dans le contexte, c'est que ça, c'est finalement une base physique, c'est que la production d'électricité doit toujours être au moins égale à la consommation d'électricité. Et là, si on a un déficit de production ou une surconsommation, on va finalement se retrouver avec un déséquilibre et ce déséquilibre, s'il est succinct, on va tomber ou on va se retrouver, face à un phénomène qu'on appelle le blackout. Les autres conséquences par rapport à cette, crise énergétique et ben, c'est la volatilité des prix sur, enfin dans l'électricité au niveau du marché. On voit ici différentes courbes. C'est les calendriers 23, 24 et 25, donc c'est les prix de l'énergie pour l'année 24, 25 et 23 respectivement. Et puis on voit ici une très, très grande, volatilité avec, des effets, de pointe, au mois de septembre par rapport à certaines annonces avec des chutes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de planifier, à quel prix, sera l'énergie dans les semaines, dans les mois à venir. Mais dans tous les cas, on est passé d'un niveau, à quelque part, de 5 € le mégawattheure à plus de 1 000. Donc c'est vrai que là, on a des très, très grandes différences de prix. Et aujourd'hui, c'est un impact entre autres, sur les prix d'approvisionnement, mais respectivement, sur les prix tant pour le marché régulé que pour, les clients qui sont au marché libre. Et l'autre conséquence, c'est clair, bah, c'est le risque que la production d'électricité soit inférieure à la consommation d'électricité, comme je l'ai cité tout à l'heure. C'est cette problématique qu'on souhaite anticiper avec un certain nombre de mesures pour éviter ce déséquilibre. Donc la réponse au niveau suisse, pardon, elle s'appelle Austral, l'Organisation pour l'approvisionnement en électricité en cas de crise. Cette organisation a plus de 30 ans d'existence et puis elle a été créée par l'AES sur mandat de la Confédération et puis elle dépend de l'approvisionnement économique du pays. Et puis, elle est en veille depuis, plus de 30 ans et elle devient active uniquement si on a une pénurie d'électricité qui survient. Et puis, cette organisation prépare les mesures à prendre en cas de pénurie d'électricité, mais uniquement sur le long terme et qui sont liées à des limitations de la production. Alors peut-être un point important, c'est ce que gère Austral et ce que ne gère pas Austral. Donc Austral, elle va gérer uniquement une pénurie d'électricité à long terme, à quelque part, donc vraiment une situation dans laquelle on pourrait se retrouver pendant plusieurs mois, mais elle ne va pas répondre à un risque général de blackout qui là sera traité au niveau national, en l'occurrence par Swissgrid pour remettre le réseau en service. Mais là, ça serait vraiment le blackout, le phénomène que où plusieurs sources de production seraient interrompues. On pourrait imaginer un attentat sur des lignes haute tension, par exemple. Et puis là, il y aura un déséquilibre soudain entre la production et la demande. Et puis l'ensemble du réseau se mettrait par terre. Donc là, on aurait ce phénomène de blackout et puis des brèves coupures d'électricité qui peuvent être liées à des défectuosités, mais là, au niveau d'un réseau tel que celui des cils,
avec une problématique sur une ligne d'alimentation ou bien sûr un transformateur. Donc ces 2 cas-là ne concernent pas Austral et sont gérés séparément, Austral intervenant uniquement en cas de pénurie. La mise en œuvre d'Austral, elle est définie en plusieurs phases, de l'appel à réduire la consommation au délestage, je vais revenir en détail sur ces différentes phases et puis, sur comment elles vont se mettre en œuvre. Et puis à la gestion de la demande, également la gestion de l'offre qui sont gérées par Austral. Et puis finalement, un potentiel d'économie entre 5 et maximum 50 de l'électricité, au niveau national en fonction des différentes phases. Alors la première phase, c'est l'appel à réduire la consommation. Donc là, le potentiel d'économie, c'est à peu près 5. La décision, elle appartient à l'approvisionnement économique du pays. Ça touche l'ensemble de la population et les entreprises et puis c'est déjà en œuvre, pour la Suisse. Donc ça a été lancé à partir du 31 août ou ça a été lancé le 31 août par le Conseil fédéral et puis, la mise en œuvre là est facultative et c'est sur la base, du volontariat. Il y a de la communication qui commence. Je trouve que c'est encore un peu discret, mais c'est vrai qu'on commence maintenant à avoir de plus en plus, ces images par rapport à ces économies d'énergie. Donc l'énergie est limitée, ne la gaspillons pas. Je vous recommande de véhiculer aussi ce message-là auprès de tous vos interlocuteurs parce que c'est quelque chose d'important et vous verrez par la suite pourquoi est-ce qu'on appelle à réduire la consommation. La deuxième étape du plan Austral, c'est la limitation ou l'interdiction qui frappe les appareils et installations non essentiels. Donc ici, on a un potentiel d'économie de 10%, ce qui porterait le cumul avec la première étape à 15%. La décision appartient au Conseil fédéral, c'est mis en œuvre, au travers d'une ordonnance et puis alors là, ça concerne pardon, l'ensemble de la population et les entreprises. Et puis la liste des appareils et des installations, elle est déterminée par le Conseil fédéral, elle n'est pas encore établie à ce jour, mais on a déjà, certains éléments qui sont ressortis dans plusieurs, communications. Ça toucherait les saunas, les jacuzzis, les piscines, mais principalement les piscines, on va dire, privées, les climatiseurs, les escalators et ascenseurs qui n'ont pas de nécessité, l'éclairage des vitrines, les anciennes lumineuses et cetera. Donc là, une liste encore non définitive, mais ça vous donne déjà tout ce qui est finalement non essentiel pourrait être touché par une interdiction d'utilisation si la situation en termes d'approvisionnement venait à devenir critique. Le troisième élément, c'est le contingentement. Donc là, on rentre un peu plus dans le dur, si je puis m'exprimer ainsi, avec un potentiel d'économie de 5 à 15 donc un cumul à 20 ou 30. Donc une décision toujours prise par le Conseil fédéral au travers d'une ordonnance sur la gestion de l'électricité. Et là, ça concerne non pas l'ensemble des consommateurs, mais uniquement les clients électricité dont la consommation est supérieure à 100 mégawattheures par an. Pourquoi ces clients-là en particulier? Alors c'est clair que plus grand que 100 mégawattheures par an, c'est des gros consommateurs. Donc gros consommateurs, ça veut dire, tout autant plus de levier, par rapport à cette diminution de consommation. Et puis c'est aussi des consommateurs et des clients qui sont, finalement, télé-relevés. Donc on peut suivre leur consommation de manière beaucoup plus précise qu'aujourd'hui, tout un chacun. Il faut savoir que le pourcent de contingentement, il est déterminé par le Conseil fédéral et puis il sera notifié au client par le gestionnaire de réseau de distribution, donc l'abréviation GRD, en l'occurrence les services industriels si vous êtes sur notre réseau. Et puis la durée est déterminée. En principe, ça sera au minimum un mois, mais certainement plus qu'un mois, mais dans tous les cas pour un mois au minimum. Et puis ça sera basé sur la consommation de la période de référence de l'année A-1, ce qui veut dire que si on avait un contingentement au mois de janvier 2023, l'année de référence pour les consommations serait serait le mois de janvier 2022. C'est aux clients de s'organiser en termes d'activité pour respecter le quota. Donc, si on reçoit, la directive d'économiser, 20 et ben, finalement, il faudra consommer que 80 de l'énergie qu'on a habituellement à disposition. Donc ça, c'est au client qu'il appartient de prendre les mesures pour pouvoir respecter ce quota. Par contre, il y a une possibilité qui existe de regrouper des sites par entité et principalement sur le même gestionnaire de réseau de distribution. Je donne un exemple, si vous avez, 5 entités, de la grande distribution, donc 5 magasins, les 5 consomment la même chose. On devrait économiser ou la directive serait d'économiser 20 d'énergie. On pourrait très bien imaginer fermer totalement un magasin et puis en maintenir 4 ouverts pour finalement respecter ce quota de 20 de contingentement. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte. Et puis, sauf exception, il n'y a pas de traitement particulier pour les infrastructures critiques. Donc, infrastructures critiques, principalement, on va dire tout ce qui touche au domaine de l'urgence, à la santé, les feux bleus, pompiers, police, etc. Respectivement, stations d'épuration et puis aussi les stations d'approvisionnement pour l'eau potable.
Donc là, ils sont aussi en principe soumis au contingentement, sauf s'il y a des exceptions qui sont décrétées par le Conseil fédéral. Et puis, la quatrième mesure, qui est la mesure, la plus critique et la plus détestable à quelque part, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à finalement, maîtriser, la consommation par rapport à la production. Donc c'est la phase de délestage et la phase de délestage, donc là, on peut arriver à un cumul maximum de 50 de la consommation. Je vais vous expliquer comment. De nouveau décision qui sera prise par le Conseil fédéral. Ça touche alors ici l'ensemble de la population et des entreprises. Et puis le délestage, il y a 2 types de délestage. Il y a enfin dans tous les cas, c'est un délestage cyclique, mais on parle de 33 ou de 50. Je vais vous expliquer, le fonctionnement. Dans tous les cas, les interruptions se font toujours par tranche de 4 heures. La durée est indéterminée, mais aussi longtemps que nécessaire. Et dans les discussions, que j'ai eues ces dernières semaines avec, mes collaborateurs et collègues, c'est vrai qu'en cas de délestage, ça ne sera pas quelques jours, mais ça pourrait être plusieurs semaines, hein, respectivement, ça pourrait même être duré, plus d'un mois. Et puis là, c'est clair que les infrastructures critiques, elles seront exemptées de délestage, toujours dans la mesure, où les conditions techniques le permettent. Donc c'est vrai qu'en fonction de la configuration du réseau, il y a des sites, d'infrastructures critiques qui pourraient tout de même être coupés. Donc là, il faut qu'on les identifie et puis qu'on définisse comment avec les clients, comment est-ce qu'on peut, les maintenir en activité. Le délestage, donc, le 33 en fait, on sépare notre réseau de distribution en 3 zones et puis on interrompt, l'électricité pendant 4 heures et puis on met en service pendant 8 heures et ainsi de suite. Donc voilà, de manière cyclique, donc 3 fois 4 fait 12 et puis, pour le 50 ben, en fait, on fait, 2 zones au niveau de notre réseau de distribution et vous avez, 4 heures d'interruption d'électricité et puis 4 heures de mise en service et puis ainsi de suite et puis après, il y a un décalage qui se fait dans le temps pour que ça ne soit pas toujours les mêmes heures qui soient coupées auprès des mêmes clients au niveau de notre réseau de distribution. Donc voilà par rapport au délestage. La gestion de l'offre, alors il y a 4 éléments qui font le pilotage, enfin la gestion de l'offre par rapport à Austral. Tout d'abord, le pilotage centralisé de la production d'électricité. Aujourd'hui, chaque producteur d'électricité a la main mise sur sa production et décide à quel moment il va produire quelle énergie. C'est beaucoup influencé, par, entre autres, à quel prix je vais pouvoir vendre, hein, dans certains cas. Il y a aussi la gestion centralisée des réserves d'eau stockées dans les lacs de retenue qui sera à ce moment-là centralisée. Donc les 2 premiers points là seront pilotés par Swissgrid. Et puis il y a l'interruption du marché de l'électricité. Donc il y aura quelque part plus de bourse de l'électricité par rapport à l'offre et la demande. Et puis il y aurait des restrictions des exportations. Donc c'est clair que si on rentre, en phase de pénurie d'électricité, on va certainement essayer d'importer de l'électricité, mais dans tous les cas, restreindre au strict minimum, les exportations. Il y a d'autres mesures qui sont prises pour garantir l'approvisionnement à court terme, qui ont été déjà mises en place et qui sont en train de se réaliser. D'une part, il y a la mise en place d'une réserve hydroélectrique, pardon, pour l'hiver 2022-2023. C'est démarré au 1er octobre. Il y a des appels d'offres qui sont faits auprès des producteurs pour, définir qui va devoir, garder cette réserve ou fournir cette réserve hydraulique pour cet hiver. C'est environ 500 gigawatts de production et puis une augmentation temporaire de la production de centrales hydroélectriques. Donc là, il faut savoir qu'entre le 1er octobre et pour une durée de 7 mois, 45 centrales, hydrauliques auront la possibilité de produire plus que ce qu'elles produisent dans les années normales. Tout ça en lien avec les exigences écologiques. Ça veut dire, par exemple, en termes de débit sur les rivières ou autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place aujourd'hui et puis la mise en place de centrales de réserve. Alors j'ai mis plutôt au pétrole parce qu'on a aussi une problématique d'approvisionnement en gaz. Donc ça, c'est prévu pour la fin de l'hiver 2023. Il y a déjà des choses qui sont en place aujourd'hui. La puissance escomptée, 300 mégawatts. Et puis en dernier recours, l'utilisation des groupes électrogènes de secours de Swissgrid, environ 280 mégawatts de capacité. Ces groupes électrogènes sont aujourd'hui utilisés pour équilibrer le réseau lorsque c'est nécessaire. Et puis pour garantir l'approvisionnement à moyen et à long terme, donc là c'est vrai que la Confédération souhaite disposer d'une réserve hydroélectrique pour les situations d'urgence, mais souhaite vraiment établir ça dans la loi et puis allouer davantage de moyens aux centrales, à accumulation. Donc là, le supplément hiver pour développer et garantir la production durant ces mois pénibles, en termes de production que sont les mois d'hiver. Et puis le Conseil fédéral souhaite également accélérer les procédures pour la réalisation de projets éoliens ou hydrauliques, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voies de recours possibles pour freiner un projet, par exemple éolien ou également hydraulique. On voit le rehaussement de barrages ou la pose d'éoliennes. Il y a beaucoup de voies de recours, ce qui fait que les projets prennent souvent une dizaine d'années, si ce n'est plus, pour parvenir à être mis en œuvre.
Je change de volet et puis je vais vous parler ou donner quelques mots par rapport à comment se préparer. Donc c'est vrai que la responsabilité d'économiser l'énergie, elle ne peut pas être déléguée. On est tout un chacun responsable en tant que consommateur d'économiser cette énergie. Et puis, le risque de pénurie, il est aujourd'hui élevé. Plus les semaines passent et plus les jours passent, plus je peux vous confirmer que ce risque de pénurie est élevé et que cette pénurie, on va y être confronté cet hiver sans vouloir être alarmiste. Et puis, il est indispensable de s'y préparer dès aujourd'hui. Certains l'ont déjà fait, mais d'autres ne l'ont peut-être pas pris assez au sérieux, ce message de problématique de pénurie d'électricité. Et puis là, il faut impérativement comparer vos activités par rapport au scénario austral 1 à 4, hein. Donc, pour chacune de vos activités, et particulièrement pour vos activités critiques, eh bien, vous vous dites, si je suis, en contingentement, que je dois économiser 20 ou 30 ou 40 d'énergie, ben, comment est-ce que je vais pouvoir organiser mes activités? Comment est-ce que je vais pouvoir garantir, un minimum de production ou garantir, les services que je fournis à mes clients? Et y compris dans le cadre du délestage. Donc là, il faut vraiment, remettre en question, nos modes de fonctionnement et chacune de nos activités en fonction des différents scénarios astrales qui pourraient être mis en œuvre. Et puis, c'est clair, l'efficience énergétique et la décarbonation. L'efficience énergétique à court terme, c'est où est économiser, je vous donnerai quelques pistes. Et puis aussi, plutôt à moyen terme, autoproduire et autoconsommer, entre autres avec, le photovoltaïque, dont on peut équiper, de nombreux toits qui sont aujourd'hui malheureusement encore, vierges de panneaux solaires photovoltaïques. Au niveau de la préparation toujours, c'est vrai que on peut cibler, large, mais les principaux axes d'économie, c'est lié au chauffage. J'ai envie de dire au chauffage, électricité, pas forcément un lien, mais il y a beaucoup de consommateurs électriques dans un chauffage, hein, entre autres, des pompes de circulation et puis, aussi tous les aspects liés à l'aération, à l'éclairage, à la production de froid, surtout le froid industriel et puis aussi, ben, tout ce qui est outils de production pour les clients qui utilisent, de l'énergie, par rapport à la production. Et puis, c'est clair, sans oublier le comportement des consommateurs qui est déterminant dans l'atteinte des objectifs d'économie. Comme je l'ai relevé tout à l'heure, je crois qu'il nous appartient à tous d'économiser l'énergie et de prendre les mesures adéquates pour pouvoir parer au pire, et éviter qu'on arrive à cette finalité qui serait le délestage, qui là, ça serait vraiment catastrophique en termes d'économie et en termes de confort également. Je vous montre ici, la consommation annuelle d'électricité, en Suisse par rapport aux différents, domaines d'activité. Vous retrouvez ici le tertiaire, le résidentiel et puis, le secondaire. Alors plus minus, on peut dire que ces trois éléments, se partagent, un tiers chacun du gâteau, avec un peu plus sur le tertiaire, sur le résidentiel par rapport au secondaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici, la représentation de ce que consomme l'éclairage, l'électroménager, la production de froid, le chauffage, ventilation, air conditionné et puis l'eau chaude, pardon, et puis l'informatique et la communication. Et on voit que dans le domaine, tertiaire, ben, on a à peu près, 34 de l'énergie qui est consommée par l'éclairage et puis, 30 qui est consommée par chauffage, ventilation, air conditionné. Donc là, on a 2 gros leviers. Alors l'air conditionné, on l'utilise pas trop pendant l'hiver, c'est bien, mais c'est vrai qu'on a un levier par rapport à la ventilation, entre autres, contrôler vos réglages d'horloge et cetera, ventiler autant que nécessaire, mais pas plus que. Et puis par rapport à l'éclairage, là, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour, diminuer l'éclairage. Donc c'est vrai qu'on a identifié un très très gros levier au niveau du domaine d'activité tertiaire par rapport à l'éclairage et puis par rapport à l'utilisation de l'énergie pour la ventilation et puis, l'air conditionné. Dans le domaine résidentiel, on voit aussi que ici, principalement, il y a la partie, chauffage, ventilation, air conditionné, eau chaude. Donc c'est vrai qu'on a des particularités, mais on n'a pas simplement de pompes à chaleur qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont des consommatrices, d'énergie électrique pendant cette saison, d'hiver. Donc là, il y a certainement aussi des optimisations à faire par rapport au fonctionnement de ces équipements-là. On a aussi la possibilité de vous accompagner par rapport à vos démarches dans ces pistes d'amélioration, pour économiser de l'énergie, et on peut faire ça au travers d'un programme qu'on a chez nous qui s'appelle, Equiwatt, et puis, on peut faire, des audits, respectivement, définir avec vous, des plans d'action, vous accompagner, dans la réalisation et puis aussi vous soutenir et vous donner, quel levier il y a en termes de subventions par rapport au financement. Si on prend aujourd'hui une analyse type, Equiwatt pour une PME, c'est quelques centaines de francs qui sont investis avec des retours sur investissement qui sont conséquents. Donc ça, c'est une piste que enfin, on met à votre disposition au travers de notre programme, Equiwatt. Et puis concrètement, peut-être quelques exemples de mesures qu'on a pris au sein de l'administration lausannoise par rapport au chauffage. On limite les températures à 20,5 degrés dans les bureaux.
18 degrés dans les corridors, les couloirs, les ateliers, salles de gym. On a baissé les températures la nuit, respectivement les veilles de week-end ou les veilles de jours fériés. Et puis on arrête totalement la chaleur durant le week-end. On reste simplement hors gel, mais on fournit plus d'énergie dans nos bâtiments pendant le week-end. Et pendant la nuit, on baisse massivement les températures. On a banni les chauffe-eau électriques et puis les chauffages d'appoint sont interdits dans nos locaux. Et puis en termes d'aération, des petites choses simples, mais mieux vaut ouvrir une fenêtre pendant 5 minutes 2 fois par jour que de la laisser en imposte. C'est beaucoup moins énergivore. Et puis fermer les stores, les volets extérieurs en fin de journée. Donc ça, c'est un élément qui permet d'éviter la dissipation de l'énergie par les fenêtres, entre autres. Et puis l'électricité, c'est clair, pensez à éteindre l'éclairage. Je pense que ça, c'est des mesures qui sont relativement simples, mais aussi privilégier les escaliers plutôt que les ascenseurs, pas utiliser les monts de charge ou les utiliser uniquement pour du matériel, éteindre tous les appareils en veille non utilisés, éteindre les fontaines à eau en fin de journée, les machines à café, et puis des mesures plus dans le domaine de l'IT par rapport à l'utilisation du téléphone plutôt que des emails ou des visioconférences. Donc là, on n'est pas un bon exemplaire, on n'est pas exemplaire par rapport à ce webinaire, mais je crois que c'est un mal nécessaire et c'est nécessaire de vous informer par ce moyen-là. Et puis éviter les caméras, éviter les emails avec des pièces lourdes et puis aussi limiter le nombre de destinataires en copie. Donc voilà dans les mesures qui sont prises au sein de la ville, mais dont vous pouvez vous inspirer. Et puis je vous donnerai tout à l'heure dans la conclusion un certain nombre d'éléments par rapport à où est-ce que vous pouvez trouver aussi des sources d'inspiration en termes d'économie d'énergie. Voilà, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, la première question. Toutes ces raisons sont générales pour la Suisse. Pourquoi le prix dans notre région est le plus élevé de Suisse? Je peux répondre si tu veux. Monsieur Wenderlin, volontiers. Oui. Alors, en effet, avant de répondre à la question, il faut faire quelques précisions parce que le prix de l'électricité en Suisse, en tout cas notre prix à nous, il est composé de 3 éléments. Il y a la partie énergie, il y a le timbre et puis il y a les taxes et redevances. Donc, il faut savoir que la partie timbre qui concerne en fait l'acheminement local et les taxes et redevances ne sont pas concernées par cette problématique de crise. Donc, il faut vraiment se focaliser sur la partie qu'on appelle, nous, énergie, c'est-à-dire c'est le prix de l'électron, si on peut l'appeler comme ça. Alors, sur cette partie-là, il y a 2 éléments encore. Il y a les tarifs régulés, d'une part, mais il y a aussi des clients qui ont choisi d'aller sur le marché. Donc, ceux qui ont choisi d'aller sur le marché vont négocier avec un fournisseur, soit lessiel ou un fournisseur tiers, un prix qui est sur la base, normalement, du prix de l'électricité sur les marchés suisses et européens. Par contre, si on part du tarif régulé, il y a un site qui est très, très important, je pense, pour faire cette comparaison entre tous les tarifs régulés de la Suisse. C'est un site de l'ELCOM, qui est l'autorité fédérale de régulation dans les domaines de l'électricité, où vous pouvez comparer élément par élément tous les tarifs en Suisse. Et il se trouve que sur l'élément énergie, les ciels sont très, très concurrentiels, c'est-à-dire on est pratiquement vert partout. Par contre, c'est vrai que vous payez en tant que client les 3 éléments additionnés, c'est-à-dire la partie énergie, la partie acheminement, plus les taxes qui peuvent être fédérales, cantonales et municipales. Et à ce moment-là, c'est vrai aussi que quand on additionne ces 3 éléments, on se trouve plutôt au niveau du top 10. Donc, pour résumer, c'est surtout l'acheminement local et les taxes et redevances qui ne sont pas concernées par cette problématique de crise qui font que notre prix total de l'électricité pour les tarifs régulés peut être en effet au-dessus de la moyenne suisse. Pas toujours le plus cher, mais dans le carré plutôt de haut des tarifs en Suisse. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais c'est un élément qui est nécessaire de bien expliquer pour pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Merci, Enrique. On peut passer à une autre question. Alors, a-t-on l'autorisation de faire tourner nos groupes diesel pour être dans les taux de contingentement annoncés? Est-ce que Olivier, tu veux répondre? Oui, bonjour. Alors oui, c'est autorisé du point de vue de la gestion australe. L'objectif, c'est de faire diminuer le soutirage de votre installation par rapport au réseau.
Donc, engager un groupe diesel va dans ce sens-là. Simplement, il faut vérifier de votre côté, en tant que détenteur de groupe diesel, s'il est conforme aux normes opère pour opérer plus longtemps que les 50 heures, ou si les conditions techniques permettent de vous faire fonctionner en parallèle avec une connexion au réseau, ou si vous devez vous déconnecter du réseau pour mettre en route le groupe diesel. Donc, il y a des points techniques que vous devez vous assurer de votre part, mais sur le principe austral, oui, vous pouvez les engager pour atteindre votre quota. Merci. Alors, les laboratoires et les établissements médicaux seront-ils impactés par ces restrictions? Alors, je vais y répondre. Dans la phase de contingentement, on l'a vu, en principe, tout le monde est concerné. Il pourrait y avoir des exceptions qui seraient décrétées par le Conseil fédéral. Après, dans la phase de délestage, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, il y a des infrastructures critiques qui sont, je vais dire, je vais dire, malheureusement mal positionnées dans le réseau et puis qu'on ne va pas pouvoir finalement isoler et ne pas couper. Donc, dans la majorité des cas, les grands établissements, si on prend par exemple le CHUV ne sera pas interrompu. Mais par contre, une antenne du CHUV qui pourrait être en bas de la ville, je vais dire, entre guillemets, perdue dans un quartier, ben, elle pourrait être effectivement délestée si le délestage était mis en fonction. On n'a pas cette possibilité de couper ou de ne pas couper en fonction de l'activité du client, mais on a la coupure, elle est faite de manière géographique. Et puis, on a une maille la plus fine possible, mais elle est quand même relativement grosse, cette maille. Je ne sais pas si Olivier, tu veux ajouter un complément par rapport à ça. Bon, c'est exactement ça. Alors pour vous, le premier aiguillage, hein, c'est essentiellement les infrastructures critiques, donc qui sont alimentées directement en moyenne tension et encore en plus de façon isolée. Donc il y en a quand même relativement peu. C'est plus ça le critère déterminant que l'activité. Mais c'est voilà, il faut réunir ces deux conditions. Merci. Alors, la coupure physique est réalisée à distance. Si oui, depuis le poste de quartier. Alors là, c'est Olivier de Marignac, le spécialiste. C'est lui qui tient les manettes. Effectivement, c'est des coupures à distance. C'était le but austral. Donc, on agit sur les disjoncteurs moyenne tension télécommandés. Donc, c'est pas tous ceux des postes de quartier non plus. C'est ceux qui sont depuis les postes sources haute tension. À Lausanne, il y en a une petite dizaine. Donc, c'est ça qui donne la maille. Il y a des départs qui seront ouverts. Merci. Alors, pouvez-vous proposer de meilleures conditions pour des heures de la creuse, enfin les heures pleines ou creuses, ouais. Alors, les heures creuses devraient être jusqu'à 7 heures du matin, comme à La Châtelle ou Genève, où les tarifs sont 25% plus bas. Alors, tu peux répondre, Enrique? Oui, alors en effet, c'est une idée qui peut être une piste qui peut être analysée. Par contre, il faut quand même, encore une fois, faire quelques petites précisions. C'est-à-dire que nous, nos tarifs régulés, parce que là, il s'agit vraiment des tarifs régulés pour l'année 2023, ont déjà été annoncés à l'ELCOM, donc ils ont déjà été validés et on peut pas les modifier. Voilà, c'est plus possible. Donc, s'il y a une modification dans ce sens, ça serait pour les tarifs à partir de l'année 2024. Après, il faut aussi dire que ça implique en effet des modifications importantes au niveau des compteurs qui sont aujourd'hui programmés pour que les heures pleines et creuses soient comptabilisées selon la définition actuelle. Et pour un point encore à mentionner, c'est que ça va toucher tous les tarifs, vraiment tous les tarifs. Il y a eu à un moment donné des idées pour plutôt l'appliquer à une catégorie de clients. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment, si on fait ce changement, c'est pour tous les tarifs et c'est des changements qui sont importants, mais oui, c'est une piste d'analyse et de réflexion. Merci. Alors, pouvez-vous nous transmettre la présentation sous forme PDF à l'issue du webinaire? Oui, alors tout à fait. J'y viendrai dans ma conclusion. Mais je peux déjà vous confirmer que le webinaire et la présentation seront mis à votre disposition. Alors, délestage, SIL, la séparation par quartier, région, comment est-ce que c'est défini? Alors là, de nouveau, Olivier de Marignac. Oui, alors c'est défini, c'est prédéfini.
c'est pas absolument gravé dans le marbre. Donc, ça peut aussi changer en fonction de différentes évolutions. C'est pour ça que c'est pas publié à l'avance à l'état de préparation actuel. Mais en gros, si vous imaginez le délestage 33%, ça veut dire qu'il y a un tiers de la zone de distribution qui est coupée sur une tranche de 4 heures. Donc, il y a environ trois blocs qui font que vous êtes dans ce bloc, vous êtes coupé 4 heures, vous êtes alimenté 8 heures, le bloc suivant, etc. Donc, on est encore en train d'affiner si au moment où on le met en route, comment est-ce qu'on informe chaque client finaux dans quel bloc il fait partie. Mais après le premier tournus, pendant une semaine, le bloc et l'heure sont figés. Vous trouverez assez vite. Et ensuite, l'horaire est décalé d'une heure, avancé d'une heure la dernière semaine pour que les gens ne soient pas coupés toujours pendant la même période. Par exemple, toujours entre minuit et 4 heures, et les autres toujours entre 8 heures et midi. Merci. Alors, une autre question. Alors, qu'en est-il des propriétaires qui ont des panneaux solaires et qui font de l'autoconsommation? Seront-ils impactés en cas de délestage? Alors, malheureusement, oui, parce que dans une production photovoltaïque, il y a un équipement onduleur qui a besoin du réseau pour se synchroniser. Donc, la majorité des installations aujourd'hui photovoltaïques sont conçues, je dirais, sont raccordées de manière simple au réseau électrique. Et si le réseau électrique disparaît, pour des raisons de sécurité, en fait, la production photovoltaïque au niveau des onduleurs est interrompue. Il y a certaines installations qui sont équipées, enfin qui sont finalement découplées du réseau et qui peuvent tourner en autonomie, mais c'est peu d'installations et c'est des travaux qui peuvent être entrepris. Alors peut-être que pour cette année, c'est peut-être un peu tard, mais c'est aussi relativement coûteux à mettre en œuvre. Donc les clients, je vais dire, la majorité des installations photovoltaïques en cas de délestage ne produisent plus d'énergie. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vous pouvez en encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser encore quelques questions. Si ce n'est pas le cas, on va... Ah, voilà. Alors, voilà. En quoi le fait d'être un CAD pourrait constituer une exception et permettre de limiter le taux de contingentement? En fait, finalement, pour le chauffage à distance, alors il faut qu'on sépare les deux choses. Il y a la problématique de la pénurie d'électricité et puis la problématique de la pénurie de gaz. Pour la pénurie de gaz, on va en parler tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont inscrits au second webinaire, qui a lieu, sauf erreur, à 16 heures, si je ne dis pas de bêtises. En fait, la problématique par rapport au CAD en termes d'énergie électrique, ben finalement, c'est le fonctionnement du CAD, c'est le fonctionnement des chaudières, c'est le fonctionnement des pompes. Donc, c'est vrai que si je prends l'exemple des services industriels de Lausanne, on a en place des génératrices qui nous permettront d'assurer le fonctionnement du chauffage à distance en cas de délestage. Mais c'est vrai que la problématique du chauffage, malgré que finalement, si on a un manque d'électricité, on pourrait quand même avoir l'énergie primaire qui serait le gaz. Mais simplement, si on a une panne d'électricité, ça pourrait poser problème sur certains chauffages à distance. Et même si un chauffage à distance en bois, finalement, les pompes de circulation pourraient ne plus fonctionner. Et puis après, par rapport aux exceptions, ça, on y reviendra plutôt dans la partie thermique. Et puis, alors, quelle serait la responsabilité vis-à-vis du contingentement du producteur responsable de livrer l'énergie au client? Alors, il y a deux éléments par rapport à la responsabilité. Finalement, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'on va communiquer à nos clients un taux de contingentement. Et puis, on va contrôler que ce taux de contingentement il soit respecté par rapport aux critères que j'ai expliqués tout à l'heure, donc les consommations de l'année précédente. Et puis après, nous, on va simplement annoncer ça à l'organe supérieur, finalement à Austral. Et puis, s'il y a des choses qui sont, enfin voilà, des clients qui n'ont pas respecté le contingentement,
Ça ne va pas être de notre compétence de les sanctionner, mais ça sera au niveau d'Austral que les mesures seront prises, respectivement, les sanctions seront prises. Ça, c'est une première chose. Par contre, il faut savoir aussi que du moment qu'on rentre dans le scénario austral en termes de contingentement ou de délestage, finalement, nos conditions contractuelles deviennent caduques. C'est-à-dire que les conditions cadres, finalement, ça devient des conditions cadres qui sont imposées par la Confédération. Oui, il y a peut-être une précision, si tu permets, Blaise. Oui. Par rapport à la question, je ne sais pas si elle est plutôt dirigée vers cette problématique-là, qui est le marché de l'électricité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des producteurs, il y a des fournisseurs, il y a des clients. Donc, ce marché aujourd'hui, il fonctionne et il fonctionne bien. Avec cette situation de crise, s'il y a du contingentement, normalement, le marché doit continuer à fonctionner. C'est-à-dire que les contrats entre producteurs, fournisseurs et clients, mis à part la remarque de Blaise, doivent continuer, sont légalement opérationnels et puis juridiquement, voilà. Par contre, là où les choses vont vraiment changer, c'est s'il y a gestion de l'offre, c'est-à-dire qu'on est dans le délestage et il y a une gestion de l'offre. À partir du moment où il y a une gestion de l'offre, la Confédération prend la main sur tout ce schéma de fonctionnement et les marchés ne sont plus, il n'y a plus de marché. Et là, les contrats ne sont plus en vigueur, en fait. Voilà. Donc, mais ça, c'est le pire des scénarios où il y a vraiment du délestage de la gestion, ce qu'on appelle la gestion de l'offre. C'est-à-dire que tous les moyens de production sont pris au niveau suisse, sont pris en main par la Confédération. Merci pour ce complément, Enrique. Peut-être encore une dernière question. Ça ne semble pas être le cas, donc on peut revenir sur la présentation et passer à la conclusion de ce webinaire. Donc c'est vrai que je tiens à vous préciser et à relever qu'on est en tout temps à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de choses qui sont encore mal définies. Donc, alors on est directement confronté, on a peut-être un niveau de connaissance plus vaste et puis on reçoit beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai qu'on peut répondre à vos questions. Ce qui est valable aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain par rapport à des exceptions ou autres. Ça, c'est quelque chose qui est clairement établi. Par contre, les grandes lignes finalement sont effectivement clairement établies. Le webinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, il était enregistré, il sera mis à votre disposition. Et puis, il y a des sites à consulter qui sont les sites que vous voyez ici à l'écran, suisseenergie.ch, vd.ch, pénurie, qui a été mis en place par le canton de Vaud, qui vous donne pas simplement d'informations par rapport aux différentes phases, mais qui vous donne aussi des liens pour aller consulter les informations. Allez surtout sur les sites les plus officiels possibles, ça évite aussi finalement une distorsion de l'information. Et puis sur le site de lausanne.ch, sous la rubrique services industriels, vous trouverez aussi certainement, vous trouverez aussi des liens. Je vois qu'il y a encore une ou deux questions qui ont été posées. Alors, je pense qu'on peut encore y répondre si vous avez encore quelques minutes. Il y avait les délais d'annonce espérés. Donc là, c'est Olivier qui peut répondre. Alors, les délais d'annonce, ça va dépendre de la situation et de qu'est-ce qu'on met en œuvre, hein, mais les choses les plus sévères qui sont le contingentement puis le délestage, ils sont annoncés par voie d'ordonnance. Donc, c'est le temps que l'ordonnance soit publiée et dedans, il y aura les délais spécifiés, mais on estime que ce sera plutôt de l'ordre de quelques jours, voire semaines, mais guère plus. Merci. Et puis encore deux, trois questions. Les plans de quartier, on y a répondu tout à l'heure. Donc là, finalement, ils seront définis au moment où on communiquera, par exemple, dès qu'on aura on sera dans l'impossibilité de fournir l'énergie et puis qu'on va déclencher la phase qui sera la dernière phase qui sera le délestage. À ce moment-là, on aura quand même quelques jours et j'espère en tout cas une semaine pour communiquer quels sont les plans de quartier. Après, il y a encore une ou deux questions. Alors, la coordination avec les opérateurs télécoms. Alors, les opérateurs télécoms sont traités comme d'autres clients au niveau de nos réseaux d'infrastructure et je peux vous dire que par rapport à nos activités télécom qu'on réalise au travers de CityCable,
on est en train de mettre en place un certain nombre d'opérations, mais finalement d'installations, entre autres, de génératrices pour pouvoir assumer le fonctionnement d'un minimum de nos équipements actifs pour pouvoir, pour que nos clients puissent toujours entrer en communication. Ça, c'est pour la partie, on va dire, plutôt, on va dire, filaire. Après, c'est vrai que pour la partie hertzienne, donc là, en l'occurrence, le GSM, chacun des opérateurs a équipé ses antennes de batterie de secours. Par contre, la question, c'est est-ce qu'elles tiennent 4 heures ou pas? Alors ça, c'est pas de notre responsabilité, mais Swisscom annonçait quelques heures, d'autres opérateurs annonçaient peut-être 4 heures. Mais là, il y a une grande incertitude. Par contre, c'est clair que les opérateurs ne vont pas pouvoir installer une génératrice sur chacune de leurs antennes. Donc là, on peut s'attendre à des interruptions au niveau de la communication mobile. Par contre, au niveau de la communication, on va dire Internet, là, il y a quand même plus de probabilité qu'on puisse mettre en œuvre et que chaque opérateur puisse mettre en œuvre certaines mesures pour pouvoir assurer le service. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vous remercie encore de votre participation à ce webinaire. Et pour celles et ceux qui sont intéressés à la partie thermique, je vous dis à tout à l'heure. Je remercie encore mes collègues ici présents pour leur implication dans cette thématique. Et puis aussi l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui est en arrière-plan, la régie, grâce à laquelle on a pu produire ce webinaire. Donc, à toutes et tous, encore un grand merci pour votre attention et puis une bonne fin d'après-midi et au plaisir d'un prochain contact. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.